Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Pour éviter des violations massives des droits de l'homme au Burundi, l'Union africaine avait décidé en décembre 2015 l'envoi d'une force de 5000 hommes au Burundi. Pas question, avait rétorqué le président burundais Pierre Nkurunziza, qui a même prévenu que son armée se battrait contre toute force d'occupation. Alors, entre respect de la souveraineté et droit d'ingérence, quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de l'Union africaine pour éviter le pire au Burundi? Pour en parler, nous recevons l'ambassadeur congolais Gustave Panazula. Il a été pendant une vingtaine d'années fonctionnaire à l'OUA en charge justement des questions de sécurité et de défense, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en RDC, auteur du livre 20 ans au service de l'Afrique 1980-2000. Il est notre invité du jour. Ambassadeur Panazula, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de vous intéresser à ma petite personne. L'ONU a déjà tiré la sonnette d'alarme. Il y a au Burundi de vrais risques d'embrasement, voire de basculement vers le génocide, vers un génocide. Que peut-on faire aujourd'hui pour l'éviter au Burundi, ambassadeur? Pour le moment, on continue toujours à négocier, à faire de la médiation pour éviter le pire. Et je crois qu'en pareille circonstance, c'est d'abord ce qu'il y a de mieux à faire, tout en exerçant des pressions sur les parties en conflit. Alors, ambassadeur Panazula, vous avez été, je l'ai dit, pendant une vingtaine d'années en charge de cette question au sein de l'OUA, aujourd'hui Union africaine. Que prévoit le mécanisme de prévention des conflits? Que peut-on faire en cas de refus d'un gouvernement d'accepter le déploiement d'une force sur son territoire? Bon, en fait, quand vous lisez, que ce soit les objectifs ou les principes de protocole relatifs à la paix et à la sécurité en Afrique, il n'est pas prévu d'imposition, d'envoi de force sans l'accord du pays hôte. Justement, les tests sont consacrés, le principe du consentement. Oui, c'est pour cela que on essaie toujours de négocier, d'expliquer au pays que c'est dans son intérêt, au moins dans l'intérêt du gouvernement, pour qu'il ne soit pas accusé de génocide, qu'il accepte. Maintenant, en fin de compte, on sera peut-être obligé à mon avis, d'exercer beaucoup de pression pour que le gouvernement baisse sa garde. Parce qu'il n'est pas question d'envoyer sur place des troupes qui vont se battre contre les troupes burundaises. Alors, vous parlez de pression. Effectivement, l'Union africaine a déjà prévenu qu'elle prendrait des sanctions à l'endroit du Burundi. Mais quel type de sanctions l'Union africaine peut-elle aujourd'hui prendre pour faire plier le président Pierre Nkurunziza, selon vous? Bon, il y a des pressions économiques, il y a des pressions politiques, et puis il y a aussi, disons, la pression humanitaire, dans ce sens qu'avec tous ces réfugiés à gauche, à droite qui fuient le pays, on peut toujours exercer une pression à travers les réfugiés. Vous pensez aujourd'hui que l'Union africaine est en situation de convaincre le président Pierre Nkurunziza pour qu'il accepte le déploiement de cette force sur son territoire? Je ne vois pas comment il pourrait accepter. Je ne pense pas qu'il accepte, mais il pourrait par contre accepter de négocier franchement avec l'opposition pour trouver une solution qui évite justement de basculer dans la guerre civile et dans le génocide. Alors, cette situation inédite, monsieur l'ambassadeur, nous met en face, encore une fois, de l'incapacité, disons les choses clairement, de l'institution panafricaine à faire face aux situations de conflit sur le continent. Et ça, vous le décrivez très bien dans votre livre « 20 ans au service de l'Afrique », où vous dites même que le ver était dans le fruit, et parlant justement de l'OUA. Est-ce que l'Union africaine a hérité tout simplement des lacunes de l'OUA qui sont aujourd'hui difficiles à corriger?
Je dirais qu'il y a eu quand même une évolution. Il y a eu quand même une évolution dans la mesure où l'Union africaine, à mon avis, a quand même été beaucoup plus présente sur certains dossiers, par exemple sur le dossier du terrorisme en Afrique. Je pense que l'Union africaine a mieux fait peut-être que l'OUA. Alors, vous avez dans votre livre effectivement préconisé quelques solutions pour améliorer le fonctionnement de l'institution panafricaine. Quel est pour vous aujourd'hui le premier défi que doit relever l'Union africaine pour être plus efficace sur le terrain de la prévention et du règlement des conflits sur le continent? Bon, moi, j'estime que l'OUA doit cesser d'être uniquement une organisation des chefs d'État, de façon que les populations puissent infléchir ce que j'appelle l'égocentrisme des leaders ou des dirigeants, dans la mesure où très souvent on a l'impression que l'Union africaine ne prend vraiment pas à bras le corps les problèmes à cause de, je dirais, de la neutralisation des dirigeants au sommet. D'accord. Ben, écoutez, espérons effectivement que l'organisation panafricaine arrive à convaincre le président Pierre Nkurunziza pour qu'il accepte le déploiement de cette force sur son territoire afin que les Burundais puissent construire dans la paix leur pays. Ce peuple a tant souffert et a besoin de paix et de stabilité. Merci, ambassadeur Panazoula, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous avez été fonctionnaire pendant une vingtaine d'années à l'OUA en charge des questions de sécurité et de paix. Vous êtes un colonel à la retraite, auteur du livre 20 ans au service de l'Afrique 1980-2000. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.